Désolé. Moi, j'ai fait un truc qui ne marche pas. Merci Fabrice. Je vais faire 12 minutes de slides. Si j'ai bien compris, c'est le truc à pas faire. Donc non, j'avais envie ce matin de vous présenter un petit peu ce qu'on fait au Learning Lab et ce qu'on a produit à travers une série de chiffres. Je vais commencer par le 4, finir par le 1. Alors d'abord, le Learning Lab, c'est un service INRIA national où on fait des productions pédagogiques. C'est rattaché à la DGDS. Et alors, depuis un certain nombre d'années, on a trois missions. Faire de la formation, qui est issue en fait, des recherches des équipes INRIA. On a un objectif d'innovation technologique, j'en parlerai un petit peu plus tard rapidement, et puis d'expérimenter des nouveaux médias pour la formation. Alors, si je fais mon premier chiffre, c'est 4, comme le nombre de lettres du mot MOOC, donc ces formations massivement en ligne. Et après tout, pour faire tout petit peu d'histoire, tout a commencé en 2011, quand deux profs en intelligence artificielle, des grands pontes, Sébastien Sroon et Peter Norvig, ont fait un cours en ligne d'IA avec de l'interaction, un forum, etc. Et ça a quand même accueilli plus de 160 000 inscrits, ce qui est gigantesque. Et à peu près 20 000 étudiants ont terminé la formation, ce qui a fait 20 000 attestations. Et à partir de là, c'est parti en flèche. Il y a eu les plateformes Udacity, il y a eu Coursera, UDX. Et puis 2013, le ministère se dit il faudra mettre aussi une plateforme nationale de MOOC. Ils sont retournés vers l'INRIA. On a mis en place en 2013 la plateforme qui s'appelle maintenant France Université Numérique. Et puis, elle a été lancée en 2014. Alors, depuis ces 8 dernières années, mon autre chiffre, on a fait 25 MOOC, qu'on a rejoué une cinquantaine de fois, ce qui fait 75 sessions. Alors, il faut voir que 75 sessions, au niveau de fun, c'est énorme. Donc, c'est un énorme succès sur le nombre de MOOC qu'on a fait. Et sur ces 25 MOOC, je les ai répartis en deux catégories. Tout ce qui est grand public, pour vous donner un petit peu une idée, on a parlé de la bioinformatique, on a parlé des villes intelligentes, de l'accessibilité numérique. Un MOOC qui a eu un énorme succès, c'est sur la vie privée, participation citoyenne, et puis un certain nombre de MOOC destinés aux enseignants du secondaire, pour quelque part les accompagner dans l'enseignement du numérique. Alors on en a fait un pour l'option informatique et création numérique, ICN, un pour SNT, donc une option de seconde, un sur l'intelligence artificielle, et puis là on travaille sur l'option NSI du bac. Et le tout dernier, c'est l'impact environnemental du numérique. Là encore, pour sensibiliser les enfants via les enseignements, via les profs. Côté MOOC expert, on en a plusieurs sur les langages, que ce soit Python, Pharo. Pour l'IA, on utilise Librairie Scikit-Learn. Et puis d'autres qui viennent de recherche. Alors on a un qui est très apprécié des doctorants, c'est tout ce qui concerne la recherche reproductible. Et puis d'autres, je ne rentrerai pas dans le détail des 25. Le petit point techno, pour ceux qui connaissent, on a expérimenté les notebooks. Alors ça, déjà, il y a 7 ans dans le MOOC Python. Alors les notebooks, c'est une façon de programmer du Python, mais directement dans une interface web. Donc on y met du texte, on met l'explication, et puis on peut coder directement Python et l'exécuter. Donc ça, c'est vraiment un outil pratique pour de la pédagogie. Donc ça, c'est un énorme succès. On continue à travailler très largement dessus. Je vous ai mis à côté un petit schéma de construction de l'ensemble du travail des chercheurs vers les enseignants, en passant par les plateformes fun, etc. Donc on a vraiment un système opérationnel. Je vous ai dit, la troisième mission, c'est de faire de l'expérimentation. Donc là, on est en train de développer une application mobile de e-learning. Alors, on l'a baptisé EPOC, Electronic Pocket Open Course. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une formation dans la poche qu'on peut sortir quand on veut, surtout hors ligne, sans inscription, et donc dans laquelle on n'a aucune donnée perso. Donc, on est vraiment vie privée au plus strict du terme, on n'en connaît rien.
Voilà, donc ça c'est une application qu'on est en train de développer. On fait un certain nombre de cours, on appelle ça plutôt du micro-learning, complètement à l'opposé des MOOC qui sont assez costauds, assez longs et denses. Alors l'autre chiffre qui me plaît beaucoup, c'est 400 000. Alors 400 000, c'est le nombre d'inscrits au MOOC INRIA, ce qui est plutôt énorme. Alors, en fait, sur ces 400 000, si je suis honnête, il y en a que 35 000 qui vont vraiment jusqu'au bout en ayant une attestation. Donc, regardez ces 400 000 un peu différemment. Si je prends 100 inscrits, on compte qu'il y en a à peu près 25 qui commencent le MOOC. Sauf que notre compte, il se fait sur ceux qui ont répondu à la première question. Donc déjà, c'est un petit peu biaisé. À la fin du MOOC, on arrive à peu près une quinzaine de personnes qui ont répondu à la dernière activité. Et puis là-dessus, il y en a 9 qui ont une attestation. Alors, ces chiffres, ils sont un peu faux, parce que je vous ai dit, on compte le nombre de personnes qui ont répondu au premier quiz, au dernier quiz. En fait, il y en a plein qui viennent et qui picorent, qui prennent une vidéo par-ci, un quiz par-là, un texte par-là. Donc, en fait, les chiffres sont nettement supérieurs, mais on ne peut pas dire qu'ils ont fait tout le MOOC. Mais ils ont utilisé, comme ils voulaient, en fait, cette ressource. Alors, deux autres chiffres. 55. C'est une petite majorité d'hommes dans mes statistiques, alors que ce soit pour le grand public ou expert, il y a une légère différence, mais on peut dire que c'est à peu près moitié-moitié. Côté tranche d'âge, on dit que c'est autour de 35 ans. Là aussi, ça bouge un petit peu entre MOOC expert, MOOC grand public, mais globalement, on tourne autour de ces 35 années. Parmi les derniers chiffres, c'est 5, qui correspond au niveau d'études. Donc, Bac plus 5. Alors là, clairement, pour les MOOC experts, on est dans cette tranche-là. Pour les MOOC grand public, ben, c'est moitié-moitié entre licence et master. Donc, on voit vraiment qu'on est placé plutôt dans du supérieur, ce qui est logique pour des MOOC. C'est quand même il faut avoir un certain engagement pour rentrer dans cette formation. Côté situation professionnelle, 50%, 40%, 50% côté grand public pour les enseignants. Alors, c'est complètement logique, vu que les cours qu'on fait, vous avez vu, il y en a 5 qui sont destinés aux enseignants pour les accompagner. Donc, c'est logique qu'on ait la moitié des inscrits qui soient des enseignants et des formateurs. Et puis, côté des MOOC experts, ben, c'est principalement des salariés et puis des étudiants. Donc là, rien d'extraordinairement étonnant. Je finirai par un avant-dernier chiffre, 5. Alors, je vais vous donner juste pour le fun le top 5 des MOOC INRIA. Ben, le premier, c'est le MOOC Python. Ça fait 7 ans qu'il tourne, ça fait plus de 60 000 inscrits. Il a toujours un énorme succès. Et ça, particulièrement, en fait, parce qu'il a mis ce qu'on a mis comme innovation technologique, on a mis nos notebooks, ce qui fait la différence par rapport aux autres cours sur Python. Donc là, vraiment, énorme succès. Puis après, les cours, toujours pour les enseignants, sur les options, enfin, en seconde, ICN, SNT, donc à eux deux, ça fait plus de 65 000 inscrits. Et puis vie privée, je vous ai dit, énorme succès. On parle de la vie privée des objets connectés, la vie privée sur le smartphone, la vie privée sur le commerce en ligne. Donc voilà, il y a plein de chapitres comme ça qui montrent vraiment comment sensibiliser autour de la vie privée. Et puis le cinquième, c'est ville intelligente. J'ai mis le petit dernier, on va dire, code-base cryptographique, un cours vraiment extrêmement pointu, vraiment sorti de l'équipe de recherche. Alors, il y a eu, on peut dire, à peu près seulement 400 000 inscrits et seulement 150 attestations. Quand on regarde les autres chiffres, ça ne semble pas énorme. Mais en fait, si vous mettez ça en parallèle avec un prof qui enseigne au niveau master, il a une quinzaine, une vingtaine d'étudiants. Là, en une seule session, il touche 150 personnes qui ont eu une attestation. Donc à peu près 10 ans de sa carrière. Alors vous allez me dire, c'est pas un MOOC, un cours, c'est pas la même chose. En fait, ce que je voulais, c'est juste vous montrer que c'est prendre les chiffres bruts comme ça, il faut vraiment faire attention. Et puis mon dernier chiffre, le 1, je boucle sur le premier, c'est 400 001, parce qu'il y a eu un nouvel inscrit là, durant ces 12 minutes. Et statistiquement, c'est un homme, il a 35 ans, puis il a bac plus 5. Merci, Voilà. Marc.
Jean-Marc. Donc, on a déjà deux questions qui sont arrivées. Donc, la première question concerne les attestations. Est-ce que ces attestations de MOOC ont un poids dans le marché du travail et plus généralement dans la vie active? Est-ce qu'il y a un lien avec l'initiative Open Badge? C'est une question de Lorenzo. Alors, sur Fun, on appelle ça des attestations de suivi. Donc, on fait vraiment la différence. C'est des médailles en chocolat. Ça vaut pas grand-chose. Sauf qu'on constate quand même que de plus en plus, les gens mettent ça sur leur CV, qu'ils ont suivi tel MOOC ou tel MOOC. Pour le MOOC recherche reproductible, ça compte comme des ETCS pour les étudiants. Donc, quand ils suivent ce MOOC-là et qu'ils ont l'attestation, ben, ça leur fait des heures. Donc, quelque part, c'est reconnu, ça commence à être reconnu. D'accord. Et la deuxième partie, c'était de la question non, un lien avec l'initiative Open Badge. Non. Non, pour l'instant, il n'y a pas de badge. On avait essayé tout au début, ça n'a pas accroché, donc non, on n'a pas continué dans cette voie-là. D'accord. Alors, une autre question de Pierre. Penses-tu que ces MOOC peuvent représenter une menace pour les vrais cours? Ah non, pas du tout. C'est vraiment complémentaire. En fait, de plus en plus, on fait de la classe inversée. C'est-à-dire qu'on envoie les étudiants sur les MOOC, ils les font, et puis après, on utilise vraiment la valeur ajoutée des profs en discutant sur le sujet. Donc, c'est un plus, quoi. Plutôt que de faire un cours magistral pendant 1 heure, eh ben, c'est plus intéressant pour le prof aussi de répondre aux questions et de faire plutôt du TD, TP à partir de là. Donc, clairement, non, ça va pas supplanter les cours des profs. Merci. Alors, une question d'Anne-Cécile qui rebondit, je pense, plutôt sur ta réponse précédente. Comment avez-vous pu mettre en place les ETS? Alors, c'est pour chaque école doctorale, on les a contactés. Ils ont, pour certaines, été d'accord et elles l'ont mis dans leur catalogue. Donc, c'est pas systématique, mais voilà, pour certaines, c'est le cas. Alors, il n'y a plus de questions, mais moi j'avais une question personnellement. Je voulais savoir la plupart des personnes qui suivent les MOOC sont quand même d'un niveau assez élevé, bac+5, bac+3, si j'ai bien vu. Et comment on pourrait faire pour toucher le vrai grand public sur des MOOC grand public? Alors, sur les MOOC, malheureusement, je pense que c'est pas le bon vecteur. En fait, il faut un engagement, il faut s'inscrire, c'est plutôt 15-40 heures de formation, c'est une vraie formation complète, quoi. Très large, très pointue. C'est pour ça qu'on a travaillé sur nos IPOC, sur nos applications mobiles. Là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de plus vulgarisé, de plus court, je vous ai dit, en micro-learning, où là, sur la vie privée, typiquement, on a 2 MOOC sur la vie privée, enfin 2 IPOC, pardon, sur la vie privée, on en a un sur l'intelligence artificielle. Voilà, là, on change de public, clairement. D'accord. J'avais une autre petite question. Donc, les interactions entre le Learning Lab et la médiation, comment tu… Alors, elle se fait avec tous les projets ClassCode, donc tous les MOOC pour les enseignants. Donc, c'est des sujets qui viennent de ClassCode, de la médiation, voilà. Et dans la suite, on va travailler encore plus, de façon plus étroite avec la médiation. Très bien. Et alors, une toute dernière question, le lien avec INRIA Academy. Le lien avec l'INRIA Academy, il se fait petit à petit. Si je prends l'exemple alors 2 exemples, les langages Faro et Scikit-Learn. Donc Faro, c'est une formation INRIA Academy et on a le MOOC Faro. Donc là aussi, classe inversée, on les envoie sur le MOOC Faro et puis après, ils ont des cours avec vraiment les inventeurs, quelque part, de Faro. Même chose pour Scikit-Learn, il y a le MOOC Scikit-Learn et après, il y a les formations avec les chercheurs qui construisent Scikit-Learn au quotidien. Donc là encore, classe inversée et puis gagnant-gagnant. D'accord. Alors, j'ai une toute dernière question de Laurence. Combien de personnes sont mobilisées pour produire ces MOOC? Combien on est? On est 5. En suivant les 5 ingénieurs pédagogiques, un ingénieur de développement, et ça varie entre, donc avec 6 avec l'ingénieur pédagogique, entre 6 et 10 en fonction des CDD, des stagiaires, etc. Mais c'est un noyau de 5 personnes. Merci beaucoup, Jean-Marc.
De Donc, rien, et ouais. puis merci de l'invitation.